Bienvenue les amis, bienvenue une nouvelle fois dans cette émission, l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que vous les lutétiens vous entendez tout bas. Alors vous avez vu, pas de son, pas de musique pour l'introduction de ce nouvel épisode de l'After Lutèce. J'ai voulu faire sobre et rendre hommage une dernière fois à notre ami Gongon. Gongon nous a quittés malheureusement, il est parti. Ça nous a tous touchés, ça nous a émus. Donc je voulais juste lui dédier cette émission tout simplement, sans faire dans le pathos non plus. Gongon, celle-ci elle est pour toi, et où que tu sois notre pote, j'espère que les dés sont avec toi et que tu auras plein de peau, voilà tout simplement. On t'oubliera pas, même si tu n'as joué que même pas une saison avec nous, t'étais un vrai lutétien, tout le monde t'appréciait, donc tout simplement mon pote, tu nous manqueras. Comme on dit à la télé, sans transition, passons tout de suite à l'analyse des statistiques générales de cette première journée. Alors au niveau des statistiques générales, ce qu'on remarque tout de suite, c'est les 71 touchdowns marqués. C'est un record, c'est tout simplement un record pour une journée cette saison. C'est le maximum de touchdowns qu'on a pu marquer cette saison. Un touchdown, 26 en moyenne par coach. C'est un très beau résultat, bravo les lutétiens, et vous allez voir que ça rapporte pas mal d'XP aux différents coachs, donc c'est excellent. J'espère que ça continuera comme ça, qu'on continuera sur cette belle lancée, parce que vous voyez, le début du deuxième tiers de la saison, c'était vraiment très faiblard, 59 puis 61, donc on est à 10 touchdowns de plus par rapport à la J7. Donc c'est vraiment excellent comme résultat. Belle forme des coachs et des équipes. Au niveau des passes, on reste dans la moyenne pour le coup. Alors attention, c'est normal. Encore une fois, là, on n'est pas encore dans le money time, mais là, c'est là que les qualifs en playoff se jouent ou se perdent. Donc tout le monde fait attention à bien protéger ses porteurs de ballon, à pas faire des actions. On veut-tu, on voit là dans tous les sens, des passes dans tous les sens. On est sur une belle moyenne, 34 passes par coach sur cette J8, soit 0,6 en moyenne par match. C'est pas mal, on espère encore une fois que les elfes feraient un peu mieux, mais voilà, les 30 passes seulement en J6 sont oubliées. Là, ça y est, on retrouve des chiffres un peu plus décents pour les elfes en tout cas. Alors par contre au niveau des sorties, ça y est, on retombe dans les mauvais résultats. 90 sorties seulement réalisées par les coachs, soit 1,6 en moyenne par match, par coach. Ça y est, on revient dans le creux de la vague. On était revenu à 100 la journée passée, et là on repasse en dessous. Encore une fois, on n'est pas dans les très mauvais résultats de la J6 où il n'y avait que 82 sorties réalisées. 90, c'est pas énorme non plus, mais c'est vraiment pas catastrophique, mais on était bien mieux lotis en J7. Par contre, en termes de sorties subies, on se rattrape pas mal. Les coachs se sont quand même s'ils n'ont pas fait beaucoup de sorties eux-mêmes, ils sont quand même pris pas mal dans la tronche. Vous voyez, on dépasse les deux sorties subies par coach sur cette 8e journée. On est à 115 sorties au total. Pourquoi ? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est un nombre assez important de sorties du public, 5 sorties du public. Je crois que c'est la meilleure moyenne sur une journée de cette saison de la Lutèce. Mais surtout, il y a un beau chiffre au niveau agression. Parce que vous voyez que ça y est, on retrouve les sommets, on flirte avec les 20 agressions par journée, on est à 18, on était 19, 17, 18, c'est des super scores. Je rappelle que sur le premier tiers de la saison, on tournait parfois, il y avait des journées à 10 agressions seulement. Donc là, vraiment, c'est un excellent résultat. 18 agressions, plus les 5 sorties publiques, donc forcément, ça rattrape quelque peu le nombre assez moyen de sorties réalisées. Donc on a 115 sorties subies et du coup forcément le facteur de violence il est pas mal aussi.
Vous voyez, 113 de facteurs de violence, donc on n'est pas voilà, sur les sommets de la journée précédente, mais on est toujours au-dessus de la barre fatidique des 2 destructions adverses. On dépasse à peine, mais on le dépasse quand même. 2 destructions adverses par coach sur la 8e journée, donc c'est excellent, c'est encore une fois une belle forme de nos coachs et de leurs équipes, donc je suis ravi et on espère que ça va continuer comme ça. Voilà, encore une fois, les mauvais résultats, les pauvres résultats de la J6, je pense qu'ils sont oubliés, enfin je l'espère. Alors le public lutétien est en constante progression, hein, on gagne du public journée après journée, là on est à 5285 spectateurs en moyenne par match. Vous voyez, c'est plus de 100 de plus par rapport à la J7 et encore plus que par rapport à la J6. Donc c'est vraiment une augmentation croissante et ininterrompue du public. Bah forcément, les équipes gagnent plus de popularité, donc le public augmente. Et forcément, avec le nombre de touchdowns très important, puisque c'est le record, encore une fois, marqué sur cette 8e journée, ben, on gagne plus de sous. Vous voyez, encore une fois, on est à 65 535 pièces d'or gagnées en moyenne par équipe sur cette 8e journée. Donc c'est excellent, c'est vraiment, encore une fois, c'est grâce au nombre de touchdowns importants marqués. Pas sûr qu'on retrouve ça comme chiffre de gains sur la journée qui vient, sur la 9e journée. Là, c'est vraiment, on est vraiment au-delà. Regardez, on est à plus de 3000 pièces d'or de plus en moyenne, hein, que lors de la 7e journée. Donc c'est vraiment un résultat. Là, pour le coup, le terme exceptionnel n'est peut-être pas galvaudé de ma part. Enfin, comme je disais, en termes d'expérience, beaucoup de touchdowns marqués, pas mal de sorties, donc ça se voit au niveau de l'expérience gagnée. C'est un record sur le 2e tiers de la saison. Alors c'est un record qu'il faut relativiser parce que le début du 2e tiers était catastrophique. Là on est à 652 XP gagnés au total, soit 11,64 par équipe sur la 8e journée. Sachez que là, ce chiffre-là, c'est moins que la moyenne générale du 1er tiers. Ça veut bien dire que les résultats de la 6e et de la 7e journée étaient vraiment catastrophiques. Là, on retrouve à peine la moyenne qui était de 11,78 sur le 1er tiers de la saison. Hein. Ça veut dire qu'on faisait presque 12 XP par équipe sur l'ensemble du 1er tiers de la saison. Là, on atteint à peine cette moyenne-là. Donc, encore une fois, attention les gars, on pense qu'on a marqué plein de touchdowns, qu'on va avoir plein d'expérience puisqu'on a aussi fait des sorties. Mais en réalité, non. En réalité, on est à peine au niveau de la moyenne. Donc, allez les coachs, allez les Tessiens, on continue. On essaye de rattraper la bonne forme du début de saison. Parce que là, je pensais vraiment que ça allait partir en flèche et c'est tombé dès la 6e journée, c'est tombé très bas en termes d'expérience. Donc on commence à peine à sortir la tête de l'eau, on va dire. Voilà, donc ça c'est les stats générales. Regardons maintenant la forme des différents rosters parce qu'il s'est passé pas mal de choses en termes de stats, en termes de réussite des différents rosters et il y en a qui nous ont surpris. Pas que dans le bon sens du terme. Alors au niveau des rosters, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, ceux qu'il faut mettre en avant, encore une fois, c'est les minus. Les minus incroyables. Alors là, je vous montre les stats des Alphes. Hein. Ils sont à 2 victoires, un match nul. Mais sachez qu'aucune équipe minus n'a perdu sur cette journée. Mieux encore, les minus ont fait 5 victoires et un nul. Sur les 6 équipes minus qui sont engagées en compétition, il y a eu 5 victoires et un match nul. Encore une fois, je rappelle que la FAQ de novembre est tombée. Et je pensais naïvement, bêtement, que cette fac allait quand même changer pas mal la donne. Ouais, elle l'a changé, mais peut-être pas dans le sens où on pensait, parce que les minus sont encore plus forts qu'avant. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas à la vitesse. Ils sont à 16 points sur les 18 possibles, c'est-à-dire sur les 3 points que chaque victoire donne x 6 équipes, ça fait bien 18 points. Ils sont à 16 points sur 18.
Et surtout, les gars, 12 touchdowns marqués, 3 d'encaissés. Et comment ils font, les gars? C'est des génies. Soit des génies, soit des petits sagouins malotrus. Non, c'est pas le nom que vous pensez. Soit tout simplement, on est nul nous-mêmes, on est nul face aux Minus. On les respecte trop, pas assez. Mais en tout cas, là, bravo, chapeau, les gars. Les coachs Minus ont été excellents, extraordinaires. Et notamment le 4-0 d'Olivier Dulac qu'il a mis à l'équipe de Hood et de Fanny Valentine. 4-0, les Alf ont infligé un 4-0 au Démon de Corne quand même. Hein. Donc c'est pour ça que je mets sur le tableau, vous voyez les Alf en avant. C'est incroyable. Incroyable. Donc là, on n'est plus à se demander, est-ce que il y aura pour la première fois de l'histoire de la Little Cup des Minus en playoff? Là, on est en train de se demander combien de Minus il y aura en playoff, les gars. Hein, attention, hein, le paradigme a totalement changé. C'est l'année des Minus, on va dire. La saison 2022-2023, c'est la saison des Minus à la Lutèce. Alors, yes, moi je suis totalement pour, je suis trop content. Puis, voilà, j'aime les Minus, vous savez aussi bien que tout le monde. Mais là, on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, vraiment d'extraordinaire. Je ne sais pas si l'année prochaine, ça va être la même chose. Honnêtement, je ne sais pas quand est-ce qu'on reverra ça. À moins que vraiment le paradigme du Blood Bowl ait changé et que, en fait, en Ligue, les Minus, ils sont extraordinaires. Ce que, honnêtement, personnellement, j'ose pas y croire. Mais à moins que ce soit ça, on est vraiment sur quelque chose qu'on aura du mal à revoir dans les saisons à venir. Donc, soyons heureux qu'on ait des Minus, j'espère qu'on ait des Minus et pas mal de Minus en playoff. Alors, l'autre star incroyable, les Elfes Noirs, on ne les arrête plus. Ça fait 2 journées d'affilée qu'ils n'ont pas subi la moindre défaite. En J7, il y a eu 2 victoires des Elfes Noirs. Là, on a une victoire, un match nul. Ça y est, les Elfes Noirs, on ne les arrête pas. Et sachant qu'en 9e journée, on connaît déjà les résultats. C'est rebelote, hein. Donc, nous qui pensions que les Elfes Noirs, ça allait être compliqué pour eux cette saison, en fait, là, ils nous montrent que après un début de saison vraiment dur, vraiment très chaud pour eux, ils ont excellemment remonté la pente et notamment Nicap qui joue les premiers violons à la Lutèce. Ça y est, lui, il est parti en playoff. C'est un concurrent sérieux. Non seulement pour aller en playoff, ça, c'est quasiment acquis, mais pour la victoire finale. Hein. Attention, son équipe, c'est pas du gâteau. L'autre roster à mettre en avant, c'est la Noblesse Impériale. C'est la première fois de la saison que ça leur arrive. 0 défaite sur une journée. Un match nul, une victoire. Bravo. Là, rien à dire. Ça y est, oui, forcément, on a passé la moitié de la saison, ça y est, la Noblesse se réveille. C'est vraiment un diesel. En début de saison, c'est le roster qui se fait taper pour tout le monde. Et ça y est, là, ils ont mis la seconde, voire la 3e, voire la 4e vitesse. Les 2 équipes commencent à avoir pas mal de compétences. Et ça y est, ils vont être compliqués, ils vont être chiants à jouer. Ça va être la glu, ça va être les mecs qui vont arrêter nos attaques et qui vont vouloir nous contrer. Donc ils y ont réussi lors de la 8e journée. On verra si par la suite ça se confirme, mais bravo à la Noblesse Impériale. On sait comment c'est compliqué à jouer la Noblesse Impériale. Donc les mecs, chapeau là, rien à dire. Vous avez véritablement bien parfait. Pas de souci. Alors regardons maintenant le roster pour qui ça c'est pas top. Et là encore une fois les Norse nous déçoivent. Alors est-ce que c'est le changement de roster qui veut ça? On retrouve plus nos Nordiques des saisons d'avant. Encore une fois une journée totalement vierge de points, 0 victoire, 2 défaites pour les 2 Nordiques. Un seul touchdown marqué, 5 touchdowns encaissés. Même en termes de sorties, c'est ridicule. 3 sorties réalisées, 6 sorties encaissées. Là, les Norse sont vraiment au fond du trou. Ils y sont pas du tout. C'est une saison galère pour les 2 coachs Norse. C'est une saison oubliée. On verra si ça continue sur les saisons d'après. Mais peut-être que le changement de roster y est pour beaucoup. Je sais pas. Je ne saurais pas vous dire.
peut-être qu'il faut se réadapter, revoir comment on joue cette équipe. Après, le roster n'a pas si énormément évolué que celui par rapport aux règles d'avant. C'est pas comme les Amazones par exemple. Hein. Donc, moi je sais pas de chance, pas de bol, mais là. C'était un roster qui est vraiment parfait, qui était un roster solide à la Lutèce. Là, ils sont vraiment au fond du trou, les deux Nordiques. Si les Nordiques sont dans le trou, qu'est-ce qu'il faut dire des nains du chaos? Les nains du chaos, deuxième journée, vierge de points, 0 points, 0 victoire, 2 défaites. Et 0 touchdown marqué, 3 touchdowns encaissés. Il se passe quoi là? Il n'y a plus de nains du chaos. Normalement, c'est un roster pareil, qui perf, qui explose tout sur leur passage. Et là, on a 0 victoire, 0 touchdown marqué, 3 touchdowns encaissés, une seule sortie pour 4 d'encaissés par les coachs, par les deux coachs. Une sortie de nains du chaos sur une journée. C'est ridicule, c'est quasiment honteux. Et forcément, en termes d'XP, ça se voit. 5 XP de moyenne sur la journée pour les deux coachs nains du chaos. 5 XP. Ça veut dire quoi? Alors, ils font pas de passe, donc il y en a un qui a fait juste le JPV, et l'autre, il a fait un JPV, une sortie. Voilà. On en est là, au niveau des nains du chaos. Donc, c'est vraiment la morne pleine. La morne pleine à Zagharoth. Voilà, c'est la cata, la déchéance totale pour les nains du chaos. Un roster pourtant tellement performant. Et là, moi franchement, je les reconnais plus. Je les reconnais plus, donc je suis vraiment navré pour eux. Mais voilà, les playoffs pour les deux coachs s'éloignent. S'éloignent vraiment dangereusement. Alors un autre roster qui a du mal, énormément de mal, après une belle journée 7, les Elfs. Les Elfs, c'est la catastrophe. Une victoire seulement, 4 défaites. Ils se sont pris 4 défaites dans la tranche. 0,6 points sur la journée pour les coachs. Donc l'espoir d'un redressement pour les Elfs a été de courte durée. Tout de suite, ils sont retombés dans leur travers dès la J8. Bon, il y a juste Azroag, comme d'habitude, qui performe. Mais pour les autres coachs, c'est vraiment compliqué, dur. Et je sais pas si on va en voir beaucoup sur les 5 équipes. Est-ce qu'on va en voir beaucoup en playoff? Bon, il y a Azroag, probablement. Nabolo et Sobek se battent encore. Mais Nico et Ankh-Morpork, ça y est, c'est fini. Donc... on pensait quand même ça reste un roster qui a déjà gagné la Lutèce, ça reste un roster solide. Là ils ont du mal, ils ont vraiment du mal les Elfs. Donc voilà, il y a eu un espoir en J7 et tout de suite après l'espoir s'est effondré dès la 8e journée. Dommage, c'est triste pour eux. Enfin, parlons des vampires. Là c'est pareil, c'est un peu comme les nains du chaos. Deuxième journée sans aucune victoire. Une nouvelle journée à 2 défaites et 6 XP de moyenne également pour les vampires. Catastrophique. Sur le deuxième tiers de la saison, les vampires ont gagné un seul match sur les 6 joués par Dexine en J6. Un seul match de gagné sur les 6 matchs joués. Je crois savoir qu'ils se redressent un petit peu en J9, J10. Mais jusqu'à la J8, c'est vraiment la cata pour les vampires. Enfin, c'est un roster dur à jouer. Qu'est-ce que vous voulez? C'est compliqué, c'est dur, c'est fatigant à jouer les vampires. Donc, malheureusement pour eux, on ne verra pas de vampires en playoff non plus cette année, je crois. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, donc le constat pour les stats générales et un peu la forme et la méforme des rosters est fait. Passons maintenant au prix du meilleur chasseur. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais pour nous, c'est la chasse, quoi. C'est un art. Alors, le prix du meilleur chasseur, petite journée de chasse, cette 8e journée, 645 000 pièces d'or de joueurs chassés. C'est le plus petit résultat, le score le plus bas depuis le début de la saison. Alors, il faut le relativiser parce que quelques petits cachetiers ont profité de cette 8e journée pour, à la fin de la journée, mettre certains de leurs joueurs gravement atteints à la retraite. Donc, vous allez voir que dès la 9e journée, le résultat explose, le résultat des joueurs éliminés explose. Mais bon, quoi qu'il en soit,
officiellement, fin J8, on était à 645 points de plus de gagnés par les coachs. Donc c'est pas énorme, c'est vraiment un petit score, mais il y a eu quand même quelques belles réussites. On va les voir, on va les analyser en détail. Mais précisons quand même que nous avons 3 nouveaux chasseurs dans la confrérie des chasseurs lutétiens. Bienvenue à eux. Donc Mamet, Pixman et Seeds, avec des très petits scores. À chaque fois un gobelin ou un halfling de chasser, mais il n'y a pas de petites proies. Enfin si, il y a des petites proies, mais tout est bon à prendre parce que parfois ça va se jouer à quelques dizaines de milliers, les places vont se jouer à quelques dizaines de milliers de pièces d'or, donc voilà, donc faut toujours commencer quelque part, on commence petit et puis on grimpe petit à petit les échelons, donc bravo à ces 3 nouveaux chasseurs. Alors, vous allez le voir très vite, le classement a été chamboulé avec Epagnol qui prend la première place avec 550 000 pièces d'or de gagnées. Donc voilà, bravo Epagnol, enfin en tête du podium. Regardons ça en détail. Donc, comme je disais, Epagnol qui tue tout simplement, un garde du corps qui était campé de Actar. En plus, il met -1 à la passe à un autre garde du corps, mais celui-là, je pense que Actar va le garder parce que le garde du corps, faire des passes, c'est pas vraiment leur objectif et leur but. Mais un beau garde du corps compé, ça fait 110 000 points de plus pour Epagnol. Et donc, comme je disais, avec 550 000 pièces d'or, il prend la première place au classement. Ensuite, le liquide aussi se réveille, il réveille ses morts vivants avec un beau 3/4 Skaven compé de Bosque aussi, et donc ça fait pas mal de points, ça fait 70 000 points pour le liquide en plus, donc lui aussi il progresse pas mal au classement, c'est bien. De son côté, le doc il se laisse pas compter parce que vous savez qu'il a perdu quand même quelques places au classement, mais avec un joli 3/4 humain de Manu, il revient un petit peu dans la course. Donc il est sorti du podium, hein. Il a que 320 000 pièces d'or de joueurs éliminés. Il tombe à la 4e place et attention, regardez-moi ça, Dritz arrive à fond comme un forcené, comme un forçat. Il est maintenant à 10 000 points de retard sur le doc. Forcément, avec un joli 3/4 au elf de Sobek, ça fait 70 000 points de plus pour Dritz et il attrape presque Doc Grodznik. Il est donc 5e, Dritz est 5e. Il s'est réveillé très tard pour participer à la compétition, mais ça y est, le voilà lancé. Donc attention au vieux briscard Dritz, parce qu'il débarque à fond et il peut essayer de choper le podium, hein. Alors, autre élément important, premier joueur de perdu pour Ashram avec un beau blitzer qui est attrapé par Imperator Day, et ça fait quand même 90 000 points pour Imperator Day, et du coup Imperator Day arrive directement 15e avec 150 000 points. Alors certes, 150 000 points c'est encore très loin de la tête du podium, mais n'oublions pas qu'Imperator Day a investi dans un roule-mort, donc peut-être qu'il va commencer à progresser sur l'échelle des chasseurs. On verra ça. En tout cas, je vais le suivre avec attention, les performances de son roule-mort. Surtout que je le rencontre en 14e journée. Donc je vais faire attention. À ce qu'il fait. Et du coup, le podium est chamboulé avec, donc, comme je disais, Epagnol qui est le premier à dépasser la barre des 500 000 avec 550 000 points. Ensuite, Baba Yara est toujours 2e, mais vu qu'il fait pas de sortie, ses matchs ressemblent plus à rien et il stagne toujours avec 440 000 points. Et en 3e position, donc Bodmilka qui, grâce à son morgue de compétition, est à 415 000 points. Donc il talonne Baba. Et donc le doc en 4e avec 320 000 points, parce que heureusement il a failli se faire dépasser par Dritz, mais heureusement qu'il a sorti un petit humain de Manu. Et Dritz qui arrive à fond avec 310 000 points, et derrière il y a déjà un écart de 50 000 points entre Dritz et Yeti Six. Donc les 5 premiers se tirent la bourre, avec Epagnol surtout qui fait des résultats et des scores de dingue, donc
qui va arriver à détrôner Pagnol. Mais regardez, on est donc 8e journée à 550 000 points, sachant que l'année dernière, le meilleur chasseur, Hoon, était à 640 000 points fin J15. Donc honnêtement, je pense que là, on va exploser ce record, mais d'une force monumentale. Voilà pour les chasseurs. Regardons maintenant en détail peut-être quelques faits intéressants de cette 8e journée. Alors je reviens sur le résultat du match entre Imperator Day et Ashram. Pourquoi ? Parce que 8e journée et premier point de perdu pour Ashram. Première fois où il ne gagne pas son match. Donc dans la course à l'invincibilité et à l'implacabilité, la course aux full victoire entre Marteau, l'UX d'un côté et Ashram. Le premier à lâcher ses points, c'est Ashram. Alors c'est pas une défaite, mais il ne fait que 2-2 face au nain d'Imperator Day, et donc il se retrouve à 2 points de l'UX et de Martoni, qui eux restent toujours invaincus après 8 journées, et je crois qu'ils ont continué par la suite. Donc ils vont être très difficiles à rattraper, les deux vieux briscards lutétiens. Donc voilà, Ashram qui perd les premiers points. Autre match intéressant et autre résultat à signaler. Je voulais le mettre en avant parce que j'ai mis Halfling tout à l'heure en avant, mais là le propre, il gagne son 2e match d'affilée. Alors cette fois-ci la victime s'appelle Mamet, mais le propre performe sur ce 2e tiers de la saison. 2 victoires et un match nul, c'est ça, hein, il a 2 victoires et un match nul. C'est ça, ouais. Donc ça lui fait déjà 7 points, sachant que bon, derrière malheureusement c'est les Gobs, il perd en 9e journée, mais en 8e journée il était encore invaincu sur le premier tiers de la saison. Donc superbe résultat pour le propre avec ses Gobs. C'est très compliqué de jouer les Gobs. Je viens de les jouer à la dèche et je peux vous dire que les résultats qu'il a, c'est tout bonnement incroyable, parce que voilà, jouer des Gobs en plus en ligue, c'est pas une sinécure, honnêtement. Ouais, j'ai utilisé le mot sinécure. C'est un pari. Je déconne. Enfin, il fallait qu'on parle de lui quand même, au moins citer son nom. Oui, c'est lors de cette journée-là, on a l'impression que ça remonte, mais non, c'était bien là, assez récemment, juste avant le Nouvel An, que Khmer Access a gagné son petit point en force, qui fait qu'il a maintenant 4 points en force. Il a fait un match plein, hein, 2 touchdowns, 4 sorties face à Nabolo. Il a tout fait, il lui a fait la magie. Et c'est tout bonnement, voilà, c'est mérité en fait. Voilà, c'est tout bonnement mérité, son petit point en force. On a la super vedette, le Kylian Mbappé de la Lutèce cette année, c'est Khmer Access. La seule question maintenant, et je vais militer pour ça, c'est est-ce qu'il va rentrer au Panthéon ? Honnêtement, là, en plus, s'il dépasse Blanchard en termes d'XP gagné, je vois pas comment on pourrait lui refuser, le bureau pourrait lui refuser de rentrer en Panthéon. Bon, après, il faut qu'il survive jusqu'à la fin de la saison. Donc, c'est le seul élément à prendre en compte. Mais j'espère, après, derrière, qu'il sera vraiment au Panthéon de la Lutèce, parce que c'est incroyable. Ce danseur de guerre est incroyable, et coaché par un coach qui sait jouer. C'est sûr. Alors j'en parlais lorsqu'on faisait la revue des rosters. Qu'est-ce qui se passe avec Boba Yara ? Qu'est-ce qui se passe, mec ? C'est la 3e défaite d'affilée pour Boba Yara. Et surtout, attendez les gars, si je ne m'amuse, 0 touchdown marqué, 1, 2, 3, 4, 5 touchdowns encaissés sur le 2e tiers de la saison. Il se rattrape en J9, vous voyez, il y a déjà les résultats de la J9, il se rattrape, heureusement il gagne, par le plus petit des scores, il gagne quand même contre Alchemy, mais jusqu'à la J8, le mec était en 1 du KO, 3 défaites d'affilée, 0 touchdown marqué, en XP il était à 18 points sur les 3 matchs, 18 XP réalisés sur les 3 matchs, soit, comptez comme moi, 6 XP par match. C'est un vrai coup d'arrêt pour Boba Yara. Il vient de se rattraper face à Alchemy, mais il était temps, parce que les playoffs s'éloignaient, mais vraiment, vraiment très méchamment pour lui.
Alors, on peut dire la même chose de Gobbs. Alors, vous avez vu, il vient de gagner contre le propre, et encore, heureusement pour lui, parce que jusqu'à la J9, pareil, le même syndrome que Baba Yara. 1, 2, 3 défaites, 5 touchdowns encaissés, 0 marqué. Comme quand je disais que le chaos, une saison des élus du chaos, c'est chaotique, on le voit bien. Il avait fait 3 victoires d'affilée entre la J3 et la J5, avec 3 OL qu'il a battu. Et derrière, on pensait que c'était la révélation, la petite pépite, de cette nouvelle saison, le petit rookie qui en met plein la vue à tout le monde. C'est du chaos, donc il s'écroule face à Epagnol, à Founi, forcément à Zroag. Alors vous allez me dire, il y a plus simple comme parcours. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais bon, ça c'est les joies de la Lutèce. Le tirage au sort fait qu'il a subi 3 revers drastiques. Heureusement, il vient de se rattraper un petit peu face au gobs de Le Propre. Mais imaginons que c'était pas les gobs, et on voit le résultat, ça a dû être compliqué pour lui. Imaginons que c'était pas des gobs, mais un roster non minus. Encore que les minus, ça veut dire qu'ils performent. Et ben en J9, il était marron, il aurait été à 4 défaites. Alors à l'inverse donc de Baba Yara et de Gobbs, on a Buckler. Buckler qui était vraiment dans le rouge, hein, il renoue avec la victoire. Pour ses morts vivants, vous allez me dire, on le voit pas trop, bah oui, mais regardez, il avait un début de saison magnifique. J3, il gagne, et après plus aucune victoire jusqu'à la J8. Donc vraiment, parcours vraiment très compliqué. Il n'avait pas renoué avec la victoire pendant 4 matchs. Hein. Depuis la J4, il faisait soit des matchs nuls, soit des défaites. Et enfin, il gagne contre Baba Yara. Il était temps pour lui, parce que là, pareil pour Buckler, les playoffs s'éloignaient. Donc là, il récupère un petit peu de points. On verra par la suite, sachant que si vous regardez la suite de sa compétition, ça va pas être simple. Donc là, il revient dans le match, il revient dans le game, comme on dit, chez les jeunes. Mais les morts vivants, 4 matchs d'affilée, il y avait 0 victoire. Donc il était vraiment en méforme, son équipe était en totale méforme. Heureusement, ils viennent de se rattraper contre Baba Yara. Voilà. Et quand on parle de victoire, je l'ai laissé pour la fin. Il faut signaler celle-là, il faut la saluer. Garden, notre champion en titre, notre champion adoré, notre beau et magnifique champion. Vous savez quoi ? Il gagne. Mais il gagne. Vous savez depuis combien de temps il n'avait pas gagné ? Tout simplement depuis la première journée. Ça faisait 6 matchs d'affilée où il n'a pas fait une seule victoire. Alors vous allez me dire, Korn, c'est dur. C'est dur, pas forcément. Funny Valentine et Hoon performent assez bien. Enfin, ils ont des hauts et des bas, mais ils sont plutôt dans le haut du classement. Garden, ça faisait depuis la J1, donc notre champion, depuis la J1, n'avait pas gagné un seul match. Il vient de le faire en J8 seulement. Si vous regardez bien, il a que des nuls ou des défaites. Donc il était en Garden, bravo, mais je pense que les playoffs s'éloignent pour toi, très très très, ils sont assez loin. Donc peut-être qu'il va se rattraper au bon wagon par la suite de la compétition, mais là on le voit mal monter les niveaux. Donc écoute Garden, courage à toi. Peut-être la Chocolate cette année, peut-être tu seras champion en Chocolate. Qui sait, après champion de la vitesse, champion de Chocolate, c'est pas mal aussi, non ? Voilà. Bon, j'arrête là les conneries. On s'arrête là. Alors, évidemment, vous allez me dire, il va pas nous laisser là-dessus. Bah non, je ne vais pas vous laisser là-dessus. Évidemment que je ne vais pas vous laisser là-dessus. Vous savez bien que là, je tourne cette vidéo, on est fin janvier, début février. J'ai mis un petit peu de temps, mais pourquoi ? Parce que j'ai voulu attendre qu'un petit événement puisse avoir lieu, à savoir évidemment la Dèche, parce que beaucoup de lutétiens y ont participé. C'était un magnifique tournoi, un super tournoi. Merci les déchus pour l'organisation. C'était vraiment impec, parfait. C'était vraiment top.
On a tous kiffé, en tout cas moi j'ai énormément kiffé. Donc pour vous remercier et pour remercier évidemment tous les lutétiens d'y avoir participé et de m'avoir mis plein les yeux aussi, je vous ai concocté ce petit medley. Comme vous êtes tous mes héros les gars, voilà, c'est pour vous, vous êtes mes héros et j'ai besoin de héros dans la vie. Allez, c'est pour vous les gars et moi je vous dis ciao, vous êtes des héros. Got to be fresh from the fight. I need a hero. I'm holding out for a hero till the morning light. He's gotta be sure and he's gotta be soon and he's got to be larger than life. I need a hero. I'm holding out for a hero till the end of the night. He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's got to be fresh from the T'as fait quoi hier? Alors l'exploit. C'est quoi l'exploit? L'exploit, c'est un truc que personne ne fait. C'est que tu passes de la table 1 à la table 45.